Le 15 mai 1940, après avoir traversé les Ardennes, plusieurs divisions blindées allemandes pénètrent dans le département de l'Aisne, avec la côte picarde pour objectif. Leur progression est irrésistible. En manque de renseignements, persuadés que, comme en 1914, l'objectif des Allemands est la ville de Paris, l'état-major de l'armée française décide de déployer ses divisions de réserve sur la Somme et sur l'Aisne, ainsi que sur les canaux qui les relient. Pour gagner du temps et tenter de juguler la manœuvre allemande, la 4e division cuirassée du colonel de Gaulle, alors en pleine formation, est envoyée dans le Lannoy. Officier supérieur anticonformiste et visionnaire, de Gaulle s'est fait remarquer les années qui ont précédé comme l'un des théoriciens de l'arme blindée modernisée. C'est ce qui lui vaut, après maintes difficultés, d'obtenir cette affectation. Arrivé le 15 mai dans la soirée au sud de Laon, le jeune colonel manque de moyens pour mettre ses idées en application. Homme de devoir, il s'emploie toutefois à agir au mieux. Après avoir sécurisé ses flancs, il reçoit l'ordre de lancer une reconnaissance offensive en direction de Montcornet, où les Allemands ont été signalés. Ces équipages n'ont qu'une formation incomplète, les liaisons radio sont défaillantes, il n'y a presque pas d'infanterie, et de l'avis même de son chef d'état-major, c'est de la folie. Mais de Gaulle compte sur le choc psychologique. L'offensive est lancée. À 4h15, le 17 mai, ces chars lourds B1 bis et D2 débouchent de la forêt de Samoussy, avançant avec peine. Suivant ces chars, de Gaulle se déplace partout, tandis que les chars légers R-35, partis de Sissonne, qui pénètrent vers 12h dans Montcornet, sont victimes des canons anti-chars allemands et ne peuvent passer la serre. De leur côté, les chars lourds progressent plus difficilement encore. L'essence manque, ils ne descendent vers Montcornet que vers 15h. Il est alors impossible de percer. Vers 16h, de Gaulle ordonne le repli, alors que les bombardiers en piqué allemands, Stuka, commencent à harceler ses troupes. Au même moment, à 3 km d'ici, le commandant Bescon du 46e bataillon de chars de combat s'apprête à ordonner le repli quand son char tombe en panne. Avec son équipage, il monte alors à bord d'un autre char, le San Piero Corso. Vers 18h15, ici même, revenant vers Clermont-les-Fermes, le San Piero Corso est détruit par 2 coups directs d'une pièce d'artillerie allemande, tuant tous les hommes à bord. C'est à eux, ainsi qu'à tous les hommes tombés dans la bataille de Montcornet, que le mémorial où nous nous trouvons rend hommage. Ce monument est aussi le rappel de la victoire morale que constitua cette bataille. Certes, son impact fut limité, quoique l'épisode inquiéta les Allemands. Mais cette épreuve du feu, l'une des seules tentatives françaises de contre-attaque en mai 1940, renforça la confiance du colonel de Gaulle et de ses hommes et marque au fond le début d'une nouvelle histoire. Ayant reçu des renforts, de Gaulle relancera une attaque 2 jours plus tard en direction de Crécy-sur-Serre. Le 20 mai, il se replia au sud de l'Aisne avec cette conviction, affirmée lors de son discours de Savigny-sur-Ardre, que c'est par la force mécanique que la France vaincrait. Monsieur le ministre, Monsieur le préfet, Madame, Messieurs les députés, Messieurs les sénateurs, Amiral, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil départemental, Messieurs les maires, Madame, Monsieur de Gaulle, Monsieur le Président de la Fondation de Gaulle, Mesdames, Messieurs. La drôle de guerre était terminée. La bataille de France venait de commencer. Le 10 mai 1940, les troupes du Troisième Reich envahirent les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique et déferlèrent sur les frontières nord-est de la France, par les Ardennes, là où on ne les attendait pas. Leur percée fut soudaine, leur avancée fulgurante. Nos stratégies furent balayées, nos lignes enfoncées. Quelques jours après, la Luftwaffe pilonnait Sedan et les panzers traversaient la Meuse jusqu'à Dunkerque. Dans la stupeur,
et la sidération. Notre pays essuyait l'une des plus rudes défaites militaires de son histoire. Pourtant, dans ce maelstrom terrible, la France ne fut pas la victime consentante de son effondrement, ni un fétu piétiné. Nos armées furent battues, oui, mais elles luttèrent. Avec ardeur, elles fixèrent l'ennemi en main point du front. Non, la bataille de France ne fut ni une défaite prévisible, ni une déroute inéluctable. Bien des fois, notre destin parut sur le point de basculer, comme hésité entre la palme et le joug. Et c'est aussi ce qui fit de ce mois de mai 40 l'étrange défaite que décrit Marc Bloch. Elle n'était pas écrite d'avance. L'armée française avait des failles, c'est vrai, mais elle ne manqua ni de courage, ni de force d'âme. Souvenons-nous de nos aviateurs qui se battirent dès septembre 1939 en rivalisant de courage pour lutter contre une flotte plus nombreuse et plus aguerrie. Souvenons-nous des hommes du Hanu et de Jean Blou qui mirent un frein à l'offensive allemande sur la Belgique, des troupes acharnées de Stone, des spahis si braves de la Horgne. Souvenons-nous de la ténacité des troupes de Lille, de la résistance héroïque des soldats et marins de Dunkerque, de la bravoure des tirailleurs d'Afrique dans la Somme, de l'audace sans bornes, des jeunes cadets de Saumur face à un ennemi bien supérieur en nombre, et de l'infaillible défense de l'armée des Alpes. Souvenons-nous des dizaines de milliers de vies données pour la France entre mai et juin 1940. Les soldats de la bataille de France infligèrent des pertes considérables aux troupes de la Wehrmacht et retardèrent suffisamment leur avancée pour permettre aux Alliés de se replier jusqu'à la mer. La miraculeuse délivrance de Dunkerque, selon le mot de Churchill, permit de maintenir le Royaume-Uni dans la guerre et tout simplement d'espérer. Ce 80e anniversaire de la bataille de France doit raviver la mémoire de leur sacrifice, de leur courage durant ces semaines terribles. Les soldats français du printemps 1940 ont mérité de la patrie. Ils furent des preux dans la défaite, ceux de 40. Et je sais l'attachement des familles, des villages aussi. Je sais aujourd'hui leur tristesse de ne pouvoir célébrer, comme chaque année, autour du monument, comme par exemple à Dizy-le-Gros où j'étais à l'instant, cette mémoire. Et ici, à quelques-uns, nous les représentons tous. Oui, ces courageux de 40. Et parmi eux, je veux, en ce 17 mai, distinguer la 4e division cuirassée, qui s'est illustrée ici même, sous le commandement énergique et déterminé d'un colonel de 49 ans. Il est exceptionnel qu'un colonel soit appelé au commandement d'une division. Mais ce colonel-là, en effet, était exceptionnel. C'était De Gaulle. Ce 17 mai 40, il n'arborait encore ni épaulette étoilée de général ni croix de Lorraine, mais déjà, celui qui emportera à Londres l'esprit de la République, l'honneur de la nation et le flambeau de la résistance, était une étincelle de volonté face au brasier hitlérien. C'était De Gaulle. Depuis 10 ans déjà, il théorisait la guerre moderne, celle de la mécanique, des chars, de l'aviation. Il se fit ainsi le promoteur du mouvement et de l'offensive, le champion de l'instrument militaire blindé et motorisé, capable de créer la vitesse et l'irruption. Hélas,
On l'écouta trop peu. On l'entendit trop tard. Le 14 mai 1940, après la percée de Sedan, la 4e DCR reçut la mission d'attaquer les flancs du dispositif allemand afin de couper la route de Paris, de ralentir la progression des hommes et des panzers de Guderian et de permettre à la 6e armée de s'installer dans de bonnes conditions sur l'Aisne. Pour le colonel de Gaulle, c'était l'occasion tant attendue d'agir. Le 17 mai, à l'aube, après des escarmouches la veille, la 4e DCR se mit donc en marche vers ce qui était un nœud de communication des lignes allemandes, un point stratégique, Montcornet. La contre-attaque fut hardie. À travers Chivres, Bussy, Sissonne, la Ville-aux-Bois, la progression se fit sur 2 axes parallèles. Carrefour après carrefour, village après village, bois après bois, les blindés avançaient et se rapprochaient de leur objectif. Dans la matinée, les Français parvinrent à détruire un convoi allemand. Vers midi, une des colonnes atteignit le plateau de Montcornet. La bataille alors s'engagea. Les canons antichars allemands firent de rapides dégâts. Le feu ennemi était vif, le combat faisait rage. Les Français tinrent tête avec l'âpreté de ceux qui défendent leur terre. Un village voisin fut investi, débarrassé de ses poches de résistance ennemies. Mais en fin d'après-midi, la Luftwaffe apparut dans le ciel, portant secours et appui aux panzers. Les tonitruants piqués de Stuka sonnèrent alors le glas de l'offensive française. La fougue de la manœuvre, l'énergie de son chef et la témérité de ses soldats menacèrent les arrières de l'ennemi et son organisation logistique. Elle troubla leurs rangs et interrompit un temps sa progression. Mais tenir était trop dur, les soutiens trop faibles. Des pertes lourdes furent infligées à l'ennemi, mais la bataille fut perdue. Il est des défaites d'un jour qui portent toutefois en elles la germe des victoires à venir. La bataille de Montcornet et de celle-ci. Comme l'offensive que livrèrent nos troupes 2 jours plus tard à Crécy-sur-Selle et celle d'Abbeville à la fin du mois de mai. Crécy-sur-Serre, Abbeville et tant de combats. Au moment même où l'ombre de la résignation et du renoncement s'étendait sur notre pays, l'esprit de résistance se leva comme un vent nouveau. Les combats de la 4e DCR révélèrent, certes, les faiblesses de l'instrument militaire français, mais les coups de boutoir de la division de Gaulle confirmèrent qu'un dispositif porté à l'offensive, appuyé par le dévouement et l'assurance de ses hommes, commandé par un chef déterminé dans l'action et respecté dans l'adversité, était en mesure de battre l'ennemi. Chez de Gaulle, cette conviction était chevillée à l'espérance et ancrée dans la raison. Il l'exprima bien avant le 18 juin, depuis Savigny-sur-Ardre. Avant l'appel du général de Gaulle, il y eut en effet l'exhortation du colonel de Gaulle. Dans cette déclaration radiophonique, il s'appuyait sur son expérience pour souligner l'intérêt de coupler division cuirassée et aviation d'attaque et confier aux heures les plus critiques sa confiance en une victoire finale. C'est cela qu'il nous faut pour vaincre. Grâce à cela, nous avons déjà vaincu sur un point de la ligne. Grâce à cela, un jour, nous vaincrons sur toute la ligne. Mais à ce moment du conflit, au sommet de l'armée comme de l'État, personne ou presque ne partageait cette conviction. Bien des regards ne portaient pas suffisamment loin pour embrasser l'échelle d'une guerre mondiale. Le général de Gaulle
confirma que c'est en ces jours de mai 1940 qu'il avait puisé sa résolution. Juste avant les combats de Montcornet, sur le chemin entre le Vésinet et Laon, face au spectacle désolant d'un peuple sur les routes, d'une armée en déroute, il avait été saisi par un sentiment de révolte et s'était solennellement juré de poursuivre le combat où il faudra, tant qu'il faudra. Quand une majorité fataliste, parmi laquelle bien des chefs militaires, hauts fonctionnaires, responsables politiques, pensaient qu'il fallait arrêter la guerre, il avait acquis la conviction au contraire, qu'il fallait la continuer. C'est donc ici même, sur les champs de bataille de l'Aisne, que De Gaulle rencontra son destin. C'est là, au plus lugubre de la bataille de France, et avant que ne sonnent des heures plus sombres encore, qu'une invincible espérance a jailli dans le cœur d'un homme qui allait bientôt mener les forces libres de notre peuple jusqu'à la libération. À des Français en proie au doute et à l'abattement, cet homme pénétré de l'amour de son pays, offrit par son exemple et par sa parole, sur les champs de bataille, comme bientôt en exil à Londres, sa confiance inébranlable dans le destin de la France. C'est là son honneur et sa grandeur. C'est pour cette raison que j'ai tenu à ce que l'année de Gaulle soit lancée ici, sur les terres qui virent renaître l'esprit français de résistance. L'esprit des soldats de l'an 2 qui protégèrent la République des oppositions étrangères. L'esprit des grognards du dernier carré de la garde, ces deux bataillons qui tinrent tête à deux armées. L'esprit des poilus de Verdun. L'esprit des forces navales et aériennes libres, du serment de Coufra, des libérateurs, du commando Kiefer, des armées de Leclerc et de Delattre. L'esprit français, empreint de résistance et de résolution, qui souffla ici, en mai 1940. Ici, comme à Saumur, à Stone et à Dunkerque, l'esprit français, oui, farouchement libre et fier, déterminé et inébranlable, qui jamais ne meurt, même quand le pays est vaincu. L'esprit français, qui toujours permet au peuple de France de se redresser et de reprendre la grande marche de son destin. L'esprit français, qui jamais ne se résout à la défaite, qui choisit la conquête et embrasse l'audace. De Gaulle nous dit que la France est forte quand elle sait son destin, quand elle se tient unie, qu'elle cherche la voie de la cohésion au nom d'une certaine idée de la France, qui nous rassemble par-delà les discordes alors devenus accessoires et les désaccords souvent trop vétilleux. Colonel, général, chef de la France libre, président de la République, Charles de Gaulle incarne cette résolution, cette force d'agir, cet esprit français. Vive la République, vive la France. Garde à vous.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes, juges et féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, 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 que ça est pur, abreuve nos sillons. Quelques jours après, qui a été encore plus spectaculaire contre les Allemands que l'a été mon cornet. Même si évidemment tout ceci sur le plan militaire n'a pas donné grand-chose, mais le fondamental n'était pas là comme vous l'avez suivi. Merci de l'avoir fait. Non, mais je tenais beaucoup. Émouvant pour moi d'entendre parler de vous. Merci d'avoir honoré l'invitation. Non, c'est 8 mai. C'était important de, je crois, dans ce moment que vit notre pays, de ne pas perdre de vue L'essentiel, d'où nous venons absolument. et la force d'âme que certains ont eue. Et je crois aussi d'honorer ceux de la bataille de France parce que Qu'on a oublié. on n'a pas voulu voir cette période qui a Absolument, été oui. terrible avec des gens valeureux, des formidables soldats. Absolument. Qui ont fait beaucoup de dégâts. Et il Merci faut, à vous d'être là. Tout va bien? oui. Nous résistons. Bon, salut tout le reste de la famille. Vraiment. Voilà, il n'y manquera pas. De toute façon, nous ferons les prochaines étapes ensemble. Tout à fait. Je tiens beaucoup. Merci pour votre fidélité à cette mémoire et votre engagement. Engagement qui le mérite, à tout point de Voilà. vue. À tout point de vue. Et en particulier envers également ceux qui le portent. C'est essentiel. Et au-delà de toutes les polémiques un peu idiotes qui circulent ici et là. On oublie tout ça. On oublie oublie tout ça. Bernardine de Laurie. Merci pour le lancement de cette année éolienne. Non, merci beaucoup. Faut pas que- Voilà. Au moment où on relève la tête, cette nouvelle tâche, c'est important que Mais c'est bien de rendre hommage aux combattants de l'honneur de Oui, le 40. tout à fait. On en parle trop peu. c'est aussi un attachement. Ces hommes, ces combats. Oui, je crois que on a voulu effacer cette part. Ils ont quand même permis la résistance et c'était très émouvant. J'étais juste avant à Dizy-le-Gros. Monsieur le maire me disait, il y a d'ailleurs beaucoup de familles qui étaient là, enfin, avec les restrictions malheureusement qui vont avec la période. Et il me disait que tous ensuite sont devenus restés. Et beaucoup sont morts en Buchenwald Ouais. après avoir pris le maquis pendant plusieurs années. Donc il faut. Merci en tout cas pour votre Merci. présence. Très bien. Vraiment. Président. Bonjour. Merci d'être venu rendre hommage à nos soldats qui sont morts ici. C'est tout un symbole. C'est l'histoire qui rend hommage à la France qui lutte, la France héroïque et la France résistante. Merci à vous. Et félicitations. Monsieur le Président, merci de votre invitation. Guy Le Provost, maire de Montcornet, encore pour quelques jours. Écoutez, le maire de Montcornet ne peut que regretter que le programme initial ait été amputé de la partie montcornetoise, faute d'œuvres d'art à inaugurer. Mais j'ai compris que Alors, vous-même, comme le le président souhait du que conseil j'émets, départemental, c'est que vous reveniez. Alors, je ne serai plus maire. Après un mandat de conseil municipal, un mandat de premier adjoint et 3 mandats de maire, j'ai décidé de mettre fin à mes fonctions. Et mon successeur, nous n'avons que 50 ans d'écart, mais je le connais bien parce que je l'ai eu comme élève. C'est bien.
Merci belle à vous, Monsieur le transmission. Président, d'être venu sur nos terres. Je suis persuadé que votre successeur vous invitera pour l'inauguration du monument. Bien sûr. Merci, Monsieur Je le l'ai dit au Président. président du conseil départemental. Merci. N'inquiétez pas. Merci à vous, monsieur le maire, d'avoir tenu le flambeau. Bonne route et inclination des rues. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Lieutenant-colonel Caron, président des anciens des Charmes du département de l'Aisne. Respect, Monsieur le Président. Vous allez bien? Très bien, Monsieur le Président. Et je suis content, effectivement, que les combattants de 40 ne soient pas oubliés cette fois-ci. Merci. Non, merci à vous. De porter aussi leur mémoire. Je ne les oublie pas. Merci à vous. Merci pour cette évocation. Merci à vous pour ce cas. Non, non. Vous travaillez beaucoup. Porter ce sujet de mémoire qui est essentiel pour le département. Essentiel, oui. Le conseil départemental de l'Aisne, on œuvre beaucoup pour ça. Pas de mémoire. Merci beaucoup à vous. Merci. Un immense merci. Merci Président pour mon retour. À très bientôt. Très bientôt. Je reviens chez vous après. Un grand merci. Merci à vous. On entend l'alouette chanter en ce jour si particulier et pendant la sonnerie aux morts. Je trouve que c'est particulier et c'est bien, le discours était très souvent. Toujours. Bon courage. Merci aussi, bon courage. Bonjour. Et comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes toujours bienvenue dans le département. Heureux d'être là. Particulièrement parler des enjeux d'industrie, de réindustrialisation et de l'agriculture. C'est un département qui a besoin d'être accompagné. On en parlait du maire, moi. Je disais, si j'ai une chose à demander, c'est l'emploi. Eh oui, c'est un vrai Je combat sais. pour nous. Et je pense que la période, on va souffrir. Hein. Oui. Mais elle nous permettra de On sera revisiter peut-être. Ça, je sais. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre engagement. Monsieur le député, Monsieur le Président, tout va bien? quand vous venez dans l'Aisne, tout va bien. Et on espère que vous reviendrez à Villers-Cotterêts. Bien On sûr. vous y attend à travers des repas. En tout cas, puis aussi une invitation personnelle du centre hospitalier de Château-Thierry. Je vous ai remis un petit mot. Que je connais. Très bien, puisque vous l'aviez visité. Tout à fait. Ouais. Merci pour tout, Monsieur le Président. Merci. Et je viendrai voir l'avancée, travaux qui reprennent. Merci, Monsieur Monsieur le le député. Merci. Plaisir. Président, bonjour. En tant que maire de la commune de la Ville-aux-Polynésie, je suis très honoré de vous accueillir dans notre commune. Je voudrais, au nom du conseil municipal et des habitants, vous remercier de votre présence en ces lieux. Merci, Ça monsieur sera le maire. mémorable au niveau de la commune. Donc, merci, Monsieur le Président. Non, merci à vous. Merci. Merci de nous avoir accueillis et de porter cette mémoire. Et je sais ô combien vos habitants sont déçus de ne pas pouvoir être avec nous. C'est un honneur pour nous. Merci, monsieur le maire. Je savais, monsieur le président. Tout va bien? Tout va bien. Très heureux de vous accueillir une fois de plus. Et on espère encore vous accueillir à nouveau dans les mois et les années qui viennent. Je pense que vous avez eu. Oui, je connais. Et puis un L'engagement du président. formidable discours qui donne envie, de l'espoir et finalement très symbolique, c'est comme on le souhaitait, ici dans un département qui est particulièrement en difficulté et c'est là où tout peut redémarrer au fond. Vraiment, merci pour ce discours qui donne Comme on envie. est 40. Pardon? Comme on est 40. Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Il y a On sera là, beaucoup président. de parallèles. Merci. Tout va bien? Très bien. Sur vous aussi, notamment sur cette terre, on est dans les betteraves, pour les éoliennes, mais la ruralité c'est important. On sait que vous y êtes sensible. Merci pour votre vie. Merci beaucoup. Monsieur le préfet, je vous emmène avec moi. Monsieur le ministre, je vous emmène bien sûr. Je vous emmène avec moi. Merci beaucoup. Merci. Quel âge avez-vous? 14 ans. Vous êtes porte-drapeau depuis combien de temps? Un an, non, monsieur. Et où habitez-vous? Vous me parlez. C'est bien de prendre soin d'eux. Vos parents et grands-parents étaient porte-drapeau? Non. C'est vous le premier de la famille? Chapeau. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être à cette cérémonie de les faire vivre. Merci. Le devoir, en fait, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Vous avez une bonne journée. Non, absolument pas. Je suis devant. Je suis le porte-drapeau des anciens blindés de Charles-Hélène, ainsi que le vice-président de cette même association et depuis quelques jours le président du Souvenir français du comité de l'Aisne. Ah, très bien. Engagé aussi. Merci pour ce que vous faites. Et quatrième génération du nom,
pour avoir combattu pour la France. C'était un honneur. Merci. Merci, sénateur, l'amiral. Président, vous êtes dans un département qui a beaucoup souffert pendant les deux guerres, vous le savez, qui aujourd'hui souffre pour d'autres raisons économiques et sociales. Je trouve que vous le mesuriez avec beaucoup d'attention. Oui, je le sais. Merci. Et merci du combat que vous menez pour celui-ci. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Sénateur, Je sais. est-ce que vous avez oublié de me saluer, Monsieur le Président? Oh, pardonnez-moi, j'ai pas dit sénatrice? Déjà, moi, je garde la Vous fonction dites Madame le sénateur. sénateur. Et il y a eu que les messieurs que J'ai cette salué, coquetterie Monsieur le Président. aussi. Mais je vais dire comme mon collègue, ne nous oubliez pas. Ne vous inquiétez pas, au-delà des cérémonies. Je n'oublie aucun territoire de France, mais je n'oublie pas Mais nous, on a un toute cette territoire, vous région. voyez, qui a subi vraiment... Mes chers. Oui, voilà, c'est ça. Et qui est toujours en difficulté. Donc, merci pour ce que vous avez déjà fait, parce que je sais que mon président du conseil départemental, vous avez On déjà a lancé quelques pactes, quelques aventures. Mais on vous attend encore. Et déjà, on va s'assurer que ce soit fait au bon rythme. Oui. Pardonnez-moi en tout cas si je Non, me mais il n'y a pas de souci. Madame le Il n'y a sénateur. pas de souci, Monsieur le Président. Merci à vous. Non, merci beaucoup. Merci à vous. Tout va bien? Ça va? Oui. Bon courage pour le travail fait. Merci. Merci beaucoup. Comment ça va, monsieur? Ça va très bien. Ça va très bien. Et je vous remercie encore de m'associer un peu aux mots qui ont été dits par les sénateurs pour votre présence ici. Je crois que ça fait énormément plaisir au monde patriotique. Je me suis permis aussi de vous adresser un courrier, au cabinet concernant les auxiliaires de vie, un courrier qui est co-signé donc par la présidente des ADMR et la présidente de la FEPEM, les particuliers employeurs, parce que c'est une situation qui est particulière, on voudrait quand même une gratification exceptionnelle pour cette période et peut-être revoir un petit peu revaloriser leur métier, on l'espère dans les semaines, les mois à venir. En tous les cas, je crois que voilà, ici c'est très sensible, dans la réalité comme partout d'ailleurs en France, on est très sensible à ce que nos aînés puissent rester au domicile le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles, et jouer un rôle quand même assez primordial. Donc voilà, j'espère que tu seras très attentif à ça. Je vais regarder ça pour nous. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci encore, Président. Bonjour, Président. Bonjour, Président. Tout va bien? Alors, les gens ont souffert, ils souffrent. Les gens qu'on dit toujours pour le travail fait. Querelleurs, indisciplinés, ils ont été sacrément exemplaires, les Français dans les Hauts-de-France, solidaires. Ils ont hâte, surtout dans une région qui est encore classée en rouge. Hâte que l'économie reprenne, que les habitudes reprennent, que les cafés rouvrent. Hier, en me promenant, il y avait du monde en ville, du monde qui a les terrasses, culture également, tourisme. Non, on n'a pas le droit, nous, d'être inquiets, on a le droit d'être préoccupés, d'être mobilisés. Les gens ont été remarquables. Les Français ont gagné cette bataille parce que c'est la solidité et l'esprit de responsabilité de nos concitoyens qui a permis de stopper l'épidémie. Comme à une époque, c'est le peuple qui tient, c'est les gens. Exactement. Et je crois qu'on leur doit aussi, en effet, l'esprit de prudence et de méthode qui permet que ce qui a été fait pendant ces quelques semaines ne soit pas mis à mal et de le faire en bon ordre. Et je trouve que je reste prudent. Enfin, ces derniers jours ont montré un retour. Il y a une impatience, il y a une inquiétude qui reste chez les uns, une impatience chez les autres. Il faut le faire en bon ordre, mais on va s'y atteler ensemble. Vous l'avez dit, on peut être fier de la France, on peut être fier du peuple français. On l'est. Et merci du travail fait aussi, partout dans la région, par l'ensemble des élus, sur tous les théâtres d'opération. Merci, Monsieur le Président. Et merci de l'engagement aussi de la région pour l'année de Gaulle. Merci beaucoup. C'est essentiel pour entretenir l'ardeur dans les unités qu'on entraîne ici, dans l'Aisne. Avec l'histoire et le passé, quoi. Avec l'histoire sur laquelle on s'appuie et pour regarder vers l'avenir et les opérations actuelles. On va retourner les voir. Mais merci de les entraîner. Merci, mon colonel. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Jérôme.
présenter. En